Nous avons évoqué l'Europe, mais la Russie elle-même fait-elle, selon vous, partie de l'Europe et l'Ukraine? Que pouvons-nous en dire? Les voyez-vous comme des éléments de notre histoire? Vous savez, je crois que c'est Staline qui avait dit à Mao, vous savez, nous aussi, nous sommes des Asiatiques. Alors d'abord, la Russie, c'est quoi la Russie? C'est d'abord la troisième Rome. Hein, c'est d'abord Rome s'effondre en 476, quand Odoacre dépose Romulus Augustule. Il envoie les régalias de l'Empire à Constantinople, et c'est terminé pour l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient, fondé par Constantin, préservé des grandes migrations qui déferlent sur l'Europe occidentale, va durer, comme vous le savez, jusqu'en 1453. Et puis, à partir de 1438, c'est un peu... il s'est réduit à la portion congrue. L'Empire, après la bataille de Manzikert, je crois en 1071, les Turcs osmanlis ont vaincu, ont mis la main sur l'Anatolie. Progressivement, l'Empire byzantin est réduit. Et puis en 1438, Jean VIII, paléologue, va à Florence pour essayer d'obtenir l'aide de l'Occident pour sauver ce qui reste de l'Empire. Finalement, l'Occident ne va pas bouger. Et en 1453, Mehmed II met la main sur Constantinople, ce qui marque la fin du Moyen-Âge, qui est une date énorme. Et comme vous le savez, c'est la nièce de Constantin, paléologue, le dernier empereur de Byzance, Sophie paléologue, qui se marie avec Ivan III de Moscovie, et qui va se marier, qui va venir avec tout le décorum et la pompe de la cour de Byzance, et aussi la légitimité. Et à ce moment-là, Moscou va se prétendre la troisième Rome. Il y a eu Rome, après il y a eu Constantinopolis, la ville de Constantinople, et puis après la chute de Constantinople, c'est Rome, c'est Moscou qui devient la troisième Rome. Et par cette filiation par Sophie paléologue, les autocrates de Russie vont prétendre être les porte-flambeaux de l'orthodoxie, c'est-à-dire de la vraie religion orthodoxe, c'est ça que ça veut dire. Notez d'ailleurs que Vladimir Poutine, en ce moment, joue un peu sur ce rôle du restaurateur de la religion chrétienne, la véritable, ça fait partie de ça. Alors, c'est un pays immense, c'est le plus grand pays du monde, c'est un pays à cheval entre l'Europe, dont il est finalement le lointain écho de la chrétienté. C'est une terre profondément chrétienne, mais notamment au XIXe siècle, sous Nicolas Ier, et les tsars successeurs, sous Alexandre II, Alexandre III. C'est un pays qui est devenu un pays colonial, mais comme les autres, sauf que la différence entre la Russie et la France, par exemple, c'est que nous, l'Algérie, le Maghreb étaient séparés par la Méditerranée, alors que les Khanats d'Asie centrale, qui ont été rattachés à l'Empire russe, à peu près à la même période, dans la seconde moitié du XIXe siècle, ne sont séparés que par des grandes steppes du Kazakhstan et autres. Du coup, la Russie est devenue une puissance en partie musulmane, avec cet empire dans lequel c'est majoritairement chrétien orthodoxe, mais il y a aussi de l'islam en Russie. D'ailleurs, je note que Vladimir Poutine, qui se veut un peu, même s'il ne le dit pas aussi clairement, le restaurateur de la chrétienté orthodoxe et de la chrétienté plus généralement. Moi, je suis allé en Crimée il n'y a pas très longtemps, j'ai vu qu'à Simferopol, il a fait reconstruire à l'identique la grande cathédrale de Simferopol qui avait été rasée sous Staline, et avec c'est inouï, c'est vraiment, moi j'avoue que j'ai été assez impressionné de voir une cathédrale qui est construite exactement comme sous la Renaissance, avec, vous savez, des intarsi di marmo, c'est-à-dire comme font les Italiens, des marqueteries de marbre, sauf que c'est au XXIe siècle que ça se passe. Bon. Il y a des prises électriques, bon, mais il y a des pilastres, il y a des colonnes corinthiennes, enfin, c'est assez extraordinaire de voir ça. Mais le même Vladimir Poutine a fait construire et a inauguré même la plus grande mosquée de Russie à Moscou, justement. Donc il ne faut pas caricaturer non plus Poutine en l'espèce, c'est qu'il joue aussi le rôle de la laïcité. Donc c'est à la fois la Sainte Russie, mais corrigée au XXIe siècle. Alors, vous m'interrogez sur l'Ukraine et la Russie. Donc l'Ukraine a été intégrée à l'Empire russe par le traité de Péréoslav en 1654.
un peu, je crois, avant, ça devait être encore sous les Rouriks, enfin avant les Romanov. C'est un pays qui a été très russisé, notamment la partie orientale. Et c'est un pays qui est tiraillé entre la partie occidentale qui regarde vers l'Europe occidentale et la partie orientale qui regarde vers le monde russe. La Crimée, comme vous le savez, n'a jamais été ukrainienne jusqu'en 1954. La Crimée, c'est l'ancienne Chersonèse des Grecs. La Crimée a été tirée à Uadia par de très nombreuses peuplades et était devenue musulmane avec les Khanas. Si vous allez d'ailleurs en Crimée, vous avez à peu près entre Sébastopol et Simferopol l'ancienne capitale du Khanat de Crimée qui ressemble, vous avez le palais du camp KHAN, du camp de Crimée, qui ressemble furieusement au bâtiment qu'on voit à Istanbul, au palais du sultan. C'est la grande Catherine de Russie qui a mis la main sur la Crimée vers 1783, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, ces militaires avaient repéré la grande rade qu'il y a au sud-ouest et qui pourrait servir de port militaire. Donc elle a mis la main sur ce truc-là en battant donc des populations turcophones et musulmanes. Et il n'y avait pas du tout d'Ukrainiens. Elle met la main sur la Crimée, elle peuple la Crimée de Russes, ce qui est toujours le cas, il y a 95% des habitants de la Crimée qui sont russes, et elle crée la ville de Sébastopolis, qui va devenir ce grand port militaire, qui est le port militaire de la Russie en mer chaude, et permet aux navires russes de pouvoir avoir accès tout au long de l'année, 365 jours par an, à la mer Noire, et de la mer Noire, en passant par les détroits du Bosphore et des Dardanelles à la Méditerranée. Alors actuellement, moi, mon avis personnel sur la question de Crimée, d'Ukraine, etc., j'ai oublié de préciser que c'est Khrouchtchev qui, en 1954, pour le tricentenaire du traité de Péréoslav, a décidé, c'est sorti d'un chapeau, de faire cadeau de la Crimée à la République socialiste fédérative d'Ukraine, à une époque où tout ce petit monde était inclus dans l'Union soviétique et où personne ne pouvait vraiment imaginer que l'URSS finirait par exploser. Alors, j'ai lu des choses, il n'y a pas grand-chose d'ailleurs qui existe dans la littérature là-dessus, vous avez peut-être des idées vous, mais pourquoi est-ce que Khrouchtchev a fait ça exactement? C'est quand même très mystérieux. En tout cas, il l'a fait. Bon. Et il a fait en termes d'un don officiellement enregistré par un traité dans le droit international public qui a fait que la Crimée a été rattachée à l'Ukraine. Sauf que, au moment de 1991, de l'effondrement de l'Union soviétique, cet effondrement de l'Union soviétique, comme vous savez, quand vous avez un château de cartes qui commence à s'effondrer, tout y passe. Et l'effondrement de l'URSS est une catastrophe géopolitique pour le monde russe, puisque non seulement le régime s'est effondré, non seulement il a perdu sa domination géopolitique sur ses vassaux de l'Europe orientale. Après les accords de Téhéran, de Yalta et de Potsdam, l'Union soviétique avait créé un glacis géopolitique sur la Pologne, les pays baltes, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie. Donc ça, il a perdu cette domination géopolitique. Mais en plus de ça, le processus de fission, comme je disais d'ailleurs tout à l'heure, s'est mis en œuvre et c'est l'empire des tsars qui a éclaté, notamment l'Ukraine qui avait été intégrée à l'empire en 1654, donc qui est redevenue indépendante, la Biélorussie, ce qu'on appelle le Bélarus aussi, et puis les républiques d'Asie centrale qui, elles, avaient été russifiées depuis le milieu du XIXe siècle, comme je disais tout à l'heure, avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. D'ailleurs, les frontières, vous savez qu'entre l'Ouzbékistan, c'est des frontières invraisemblables entre l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, etc. Avant, c'était des Khanats. Il y avait le Khanat de Khiva, le Khanat de Boukhara, le Khanat de Samarcande, etc. Et c'est Staline, en fait, qui, dans les années 1925, je crois, a dressé les frontières de ces républiques d'Asie centrale. Donc, en fait, la catastrophe géopolitique de 89-91, c'est l'empire des tsars qui a été détruit pour revenir à la simple Russie qui reste le pays le plus grand du monde. Sauf qu'à ce moment-là, en 91, il y avait quand même eu une espèce d'accord entre l'Ukraine et la Russie pour que les facilités militaires qui sont absolument décisives pour la Russie, le port de Sébastopol resta dans les mains de l'armée russe avec une espèce de bail amphithéotique à je ne sais pas combien d'années, 50 ans, qui permettrait aux Russes de maintenir leur pouvoir. C'est ça qui a été déstabilisé et il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. C'est bien entendu les États-Unis qui étaient à la manœuvre derrière.
On le sait, avec les déclarations de Mme Victoria Nuland, qui était sous-secrétaire d'État, les conversations téléphoniques qu'elle a eues avec Geoffrey Pyatt, l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, qui est une espèce de proconsul. Et donc, les États-Unis et l'Union européenne avec eux, et l'OTAN derrière tout ça, se sont dit on va mettre la main sur l'Ukraine, puisque maintenant il y a la Crimée, profitant de la faiblesse russe, pour chasser l'influence russe au plus profond du heartland eurasiatique. Ça, c'est pas du complotisme, du conspiration, c'est avéré. On a l'interception des conversations de Mme Nuland avec son ambassadeur. On a aussi tous les écrits des néoconservateurs américains, et on a aussi les écrits de quelqu'un comme comment s'appelle-t-il, Zbigniew Brzezinski, qui a écrit dans son ouvrage The Great Chessboard, le grand échiquier, que retirer l'Ukraine à la Russie, c'est condamner la Russie à ne plus jamais être une grande puissance. D'où le conflit de Poutine, de Vladimir Poutine, qui ne s'est pas laissé faire et qui est intervenu, militairement, qui a permis l'organisation d'un référendum. Le référendum a été valable en réalité, parce que si vous allez en Crimée, vous verrez que 95% des gens sont pro-russes. Alors ça a été fait de façon un petit peu olé olé du point de vue du droit international, ça c'est tout à fait exact. Mais le sentiment profond de la population vivant en Crimée, c'est qu'elle est russe, et de toute façon la Russie ne pouvait pas laisser tolérer ça. Alors nous, dans cette histoire, la France, mon avis personnel, c'est que la France n'avait pas à se mêler de cette affaire, n'a pas à prendre des mesures de rétorsion contre la Russie, et la France, au contraire, doit avoir des bonnes relations avec la Russie. Et quand je dis ça, ce n'est pas parce que je serais dans la main de Poutine. J'ai vu quelqu'un un jour qui a dit que j'étais dans la main de Poutine. Non, je n'ai pas la main de Poutine. Moi, je suis quelqu'un qui raisonne en géopoliticien et en historien. Et je vais vous rappeler cette formidable parole de De Gaulle qui disait que De Gaulle faisait dater le début du déclin de la France de la campagne de Russie de Napoléon. Et il disait que c'est à partir de ce moment-là, vous savez que Napoléon avait, à l'entrevue de Tilsit, Napoléon avait été au sommet de sa gloire. C'était extrêmement bien entendu, notamment avec Alexandre Ier, qui vouait à Napoléon une admiration sans borne. Et Napoléon, poussé par, c'est vrai, un certain nombre d'événements, poussé aussi par ce dicton romain quos vult perdere Jupiter dementat, ceux que Jupiter veut perdre, il commence par les rendre fous, c'est-à-dire poussé par une espèce de volonté de puissance insatiable. Napoléon fait cette erreur fatale qui est de lancer la campagne de Russie en 1812. C'est à partir de ce moment-là que De Gaulle faisait dater le début du déclin français. Et De Gaulle avait dit une fois à Perfit, à chaque fois dans notre histoire que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. À chaque fois qu'on a été en mauvais termes, ça a été des mauvais moments. Il dit ça en 1966, au moment où il va faire le voyage qui va créer la grande commission mixte franco-soviétique, lancer la politique de détente. Et de fait, lorsque Nicolas II et Alexandra Fyodorovna viennent en France en 1894 ou 96, je ne me rappelle plus, sont accueillis par Félix Faure. Ils vont à Cherbourg, Paris et Chalon-sur-Marne, Chalon-sur-Saône. On a la Troisième République, laïcarde, etc., qui fait alliance avec l'autocrate de toutes les Russies, de la Sainte-Russie. C'est deux régimes, on ne peut pas plus opposer. Mais pourquoi font-ils alliance? Parce qu'ils sont aux deux pôles de l'Europe, et leur alliance, du point de vue géopolitique, est essentielle pour contrebattre, pour contenir les puissances de l'Europe centrale, de la Mittel Europa. Pareil, lorsque De Gaulle crée Normandie-Niemen, ou lorsque De Gaulle va voir Staline en 1944, De Gaulle n'était pas communiste, de même que De Gaulle n'était pas maoïste. Hein. Voilà, donc et lorsque De Gaulle... Et aujourd'hui, nous avons des points de divergence avec la Russie de Vladimir Poutine, mais si on veut renouer avec cette stratégie gaullienne, qui est en fait une stratégie très ancienne, des alliances de revers, la France devrait aujourd'hui avoir des liens très particuliers, très, très étroits avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde. Voilà. C'est d'ailleurs, ça va dans le sens du XXIe siècle. Hein, voilà. Merci.